Yo, jour d'entraînement 2866, fin de session. Les championnats du monde Aerox s'approchent. Ils auront lieu, pour ma part, le 8 juin à Nice. Donc c'est dans 2 semaines et demie, si je ne me trompe pas. Je profite d'avoir fini ma session pour répondre aux dernières questions. La première question que j'ai reçue, c'était par rapport au nombre de séries que je faisais. Donc la personne disait que, un peu comme moi, elle aimait bien faire des séries longues, avec beaucoup de répétitions. Du coup, sa question, c'était combien de séries par exercice je faisais. Ça, c'était sa première question. Les séries de travail que je réalise, donc quand je dis série de travail, c'est là où je fais mes intensités, donc sans l'échauffement, sans le cool down s'il y en a un. Dans ce cas-là, je fais 4 séries en moyenne, 4 séries de travail. Donc par exemple, pour aujourd'hui, je faisais traction, pronation, dips, traction, supination, pompe. Pour chacune, j'ai fait 4 séries de travail, donc 4 séries où je suis allé à l'échec, où je me mets dans le rouge. Maintenant, il faut compter le fait que je fais un échauffement qui comptabilise à peu près... l'échauffement, il va faire à peu près 3 à 5 séries pour chacun des exercices. Voire je peux en mettre d'autres, ça peut être de la mobilité active, des étirements actifs et ainsi de suite. Et du coup, je compte pas les séries d'échauffement, mais je compte pas non plus ces séries que je fais actuellement, qui peuvent être du bonus en fin de session si j'ai le temps. Voilà, donc ça c'était pour la première partie de la question. Et sa deuxième question, c'était par rapport à la méthode Lafay. Il me demandait qu'est-ce que j'en pensais. Alors je suis assez mal placé pour en parler parce que je l'ai jamais testé. Et puis je me suis pas non plus très bien renseigné sur sur ce qu'elle était, quoi. De ce que j'en ai compris, quand j'ai rapidement jeté un coup d'œil, c'est que c'est une méthode qui permet de travailler, si je comprends bien, au poids du corps, tout le corps, globalement, dans le sens tous les différents groupes musculaires. Du coup, c'est assez complet. Et en termes de fréquence, il me semble que c'est à peu près 2 à 3 séances d'1 heure par semaine. Voilà, il y a des gens qui m'ont posé des questions à ce sujet en me disant que c'était à peu près 6 séries par exercice, donc dips, pompe, traction, squat. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me corriger si c'est pas ça. Mais de mon point de vue, ça me semble très bien. Enfin, je pense que c'est une bonne méthode, surtout quand on commence, parce que ça permet de faire un full body, donc une séance où on travaille tout le corps d'un coup, ce qui permet d'être équilibré. En plus, c'est des mouvements polyarticulaires, donc moi, j'y trouve plus d'intérêt que des exercices où on isole les muscles. Je trouve qu'on se dépense aussi mieux, on se dépense plus facilement, on arrive plus facilement à monter en intensité, à faire monter le rythme cardiaque. Et puis ça a plus d'intérêt, plus de transférabilité pour les autres sports. Généralement les mouvements polyarticulaires que les mouvements d'isolation. Donc sur le fond, je trouve que c'est très bien. Et donc en plus, là je l'ai résumé à des exercices, mais il me semble qu'il y a une partie diététique, nutrition et une partie étirement. Donc voilà, ça parle pas que d'entraînement au sens strict du terme. Et l'autre chose, c'est qu'il me semble qu'il y a une progressivité. Donc pour chaque exercice, la méthode tend à durcir, augmenter l'intensité au fur et à mesure du temps, tant que tu es capable d'assimiler la charge d'entraînement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour progresser, il faut justement cette progressivité, cette surcharge progressive qui permet de faire en sorte qu'on ne stagne pas, on reste pas à un plateau et on vient stimuler le corps toujours un petit peu plus voilà, pour qu'il s'adapte. Donc ça me semble très bon. Maintenant, une des limites immédiates que je vois, parce que j'y réfléchis en même temps que je vous réponds, c'est
il est possible que malgré le fait d'intensifier les exercices au fur et à mesure des séances, ça prenne de plus en plus de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est finalement une séance de full body. Elle prend, bon, déjà 1 heure, c'est pas mal si on arrive à faire la séance en entier, c'est déjà assez rapide. Mais souvent, pour progresser, on fait pas qu'augmenter l'intensité, des fois on augmente le volume. Qui dit augmenter le volume dit que on fait plus de répétitions, plus de séries. Et du coup, généralement, ça prend plus de temps. Donc, sur une séance qui durait initialement 1 heure, elle peut durer 1h30, puis ensuite 2, puis ensuite 2h30, puis ensuite 3. Je grossis le trait, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut être limité par ce format, et du coup, on va tendre peut-être plus vers un format de split où, au lieu de tout faire d'un coup, on va répartir cette charge en disant je vais travailler les jambes ce jour-ci, ensuite je vais faire, je sais pas, comme moi par exemple, dips, traction un autre jour avec les pompes, et répartir les exos sur la semaine plutôt que tout faire d'un coup 3 fois par semaine. Voilà, ça c'est une de mes remarques sur le moment. Qui plus est, je ne sais pas si elle utilise des charges. Je pense que c'est toujours intéressant de faire varier son entraînement. Donc parfois de se lester si les articulations et les tendons nous le permettent, si on n'a pas de blessure ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, sur les temps de récup. J'avais cru lire que les temps de récup étaient assez courts. Ce que j'avais lu, c'était 25 secondes. Bon, de nouveau, je ne sais pas si je m'appuie sur les bonnes sources, mais peu importe le temps de récup, je pense que c'est aussi pas mal de faire varier ça. C'est-à-dire que ce que j'ai constaté, c'est que c'est intéressant des fois de faire des séances où on charge plus lourd, où on va plus fatiguer le système, on va plus travailler intense, mais par contre, ça va générer de la fatigue sur le système nerveux. Et pour reproduire cet effort sur plusieurs séries, il est nécessaire, parfois, d'allonger le temps de récup. Du coup, de nouveau, je pense qu'il faudrait amener un peu de flexibilité, je ne sais pas si c'est déjà le cas dans la méthode, pour faire varier non seulement le schéma d'entraînement, en découpant un peu les exercices sur plusieurs jours, mais aussi, par exemple, parfois en allongeant un peu le temps de récup. Ça ne nous empêche pas des fois de revenir sur un temps de récup court. Moi, ça m'arrive, sur mes supersets, j'ai généralement pas trop de récup, je passe d'un exercice à un autre. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est pas mal d'introduire de la variété et de pas rester sur une méthode qui est assez figée. Mais de nouveau, il semblerait que il y ait une progressivité qui soit implémentée déjà dans la méthode à fait, donc je pense que c'est une très bonne chose. Ok, donc ça c'était les 2 premières questions. La troisième, ah oui, la personne me demandait, qu'est-ce qu'elle me demandait? Elle me demandait pour les données de la montre, comment je les utilisais pour ma charge d'entraînement, etc. Et en fait, actuellement, ce que j'utilise, c'est déjà pour toutes mes sorties vélo, course à pied, j'enregistre le temps, la distance et la fréquence cardiaque. Le dénivelé aussi, je le considère comme une métrique de distance, parce que c'est une distance en altitude finalement, cumulée. Ça, c'est les grandes métriques que j'utilise. Il m'est arrivé de suivre d'autres métriques, comme la VAC, la variabilité de la fréquence cardiaque. J'ai pas fait l'oxygène, mais il y a différentes choses qui sont maintenant disponibles sur les montres. Il y a même des algorithmes qui calculent sur la montre un peu votre statut de performance, votre charge d'entraînement, selon leur valeur arbitraire et ainsi de suite. Je pense que généralement, elles sont toutes intéressantes et ça vaut le coup de toutes les essayer. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai finalement gardé que celles que je jugeais les plus pertinentes pour mon cas personnel. Et la deuxième partie de la question de la personne, c'était quel était l'intérêt, globalement, des zones d'intensité. Alors, je vais redéfinir un peu à ma façon ce que j'entends par zone d'intensité. Donc, pendant l'effort, on peut aller plus ou moins dur. Et une façon de mesurer ça, c'est à travers différentes unités. Il y a par exemple la fréquence cardiaque. Il y a par exemple la vitesse en course à pied.
qui peut être en km/h ou en minutes par kilomètre. Il y a la puissance en vélo, maintenant aussi la puissance en course à pied, mais ça revient à peu près à la vitesse en course à pied, globalement. Il y a le RPE, Rate of Perceived Exertion, je crois, qui est une échelle qui peut aller de 6 à 20 ou de 1 à 10 ou de 1 à 20, qui est une échelle elle, donc subjective. C'est toi qui dis sur une échelle fixée à combien tu mesures l'intensité de ton effort. Voilà, donc tout ça pour dire il y a plusieurs métriques qui permettent un peu de suivre l'intensité de l'effort. Et de cette intensité, on en a découlé des zones. Il y a des systèmes à 3 zones, des systèmes à 5 zones, des systèmes à 6 zones, des systèmes à 7 zones et des systèmes à 2 zones. En gros, effort facile et effort difficile. L'intérêt que je trouve à utiliser les zones d'intensité, c'est de vérifier qu'on travaille bien les qualités que l'on vise durant la séance. Alors, ces qualités, elles peuvent être musculaires, elles peuvent être motrices, nerveuses, mais elles peuvent être aussi physiologiques. Et généralement, c'est l'intérêt de ces zones, c'est en tout cas, par exemple, pour la fréquence cardiaque, c'est de vérifier qu'on est dans le bon range, on est dans la bonne tranche de valeur et qu'on travaille pas là-bas, qu'on travaille la qualité que l'on souhaite. Donc, par exemple, un des cas concrets, c'est la zone 2, qui a beaucoup d'intérêt. En ce moment, elle est très mise en avant parce que justement, elle apporte une très bonne base sur laquelle construire son endurance. Et l'intérêt de mesurer son intensité pendant l'effort, ou même a posteriori, c'est de vérifier qu'on va ni trop vite ni trop lentement, ni trop fort ni trop doucement. Ça permet aussi de voir, du coup, de réactualiser et de recadrer le tir pour les prochaines séances si on est allé plus haut ou plus bas que la charge d'entraînement qu'on avait souhaité. Parce que finalement, ce qui compte au long terme, c'est pas la charge d'une seule séance, c'est la charge totale cumulée à travers le temps avec différentes périodes, des blocs d'entraînement, des phases d'assimilation, des phases de récup, des phases d'intensité. Je sais pas si j'ai été trop clair. Si c'est flou, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est l'occasion un peu pour moi d'essayer de clarifier mes propos. Mais voilà, globalement, pour revenir au début de la question, pourquoi j'utilise la montre? C'est pour les métriques de distance, de dénivelé, de temps et de fréquence cardiaque afin de pouvoir suivre ma charge d'entraînement parce que, un peu comme les montres, moi aussi j'ai développé mon petit algo personnel pour calculer ma charge d'entraînement propre qui me sied bien pour évaluer les différents entraînements que je souhaite faire en vue d'un objectif précis. Puis là, notamment, il y a les championnats du monde. Donc l'idée, c'est d'arriver le plus en forme possible et le moins fatigué possible. C'est toujours une histoire de compromis. Ok. Et maintenant, les 2 dernières questions. Trou de mémoire. Ah oui, ça me revient. Ok. L'avant-dernière question, la personne me demandait sur la sangle abdominale, est-ce que je fais des exos et puis lesquels? Alors oui, j'en fais, mais j'en fais pas en série de travail. Donc c'est plus de renforcement, c'est-à-dire c'est des séries où je vais pas à l'échec. Et lesquelles sont-elles? En gros, je travaille le gainage, je fais la planche, relevé de jambes et relevé de buste. Globalement, c'est les 3 exos que j'ai incorporés dernièrement. Et je fais des séries. Gainage, je fais par exemple 1 minute de planche. J'ai déjà fait plus. Hop là, accident. J'espère que rien n'est cassé. Ouais, j'ai déjà fait plus. J'ai déjà fait 20 minutes de planche au maximum. Là, 1 minute, ça me semble être largement suffisant pour ce que je souhaite faire. Et les 2 autres, donc relevé de buste et le relevé de genou. Relevé de buste, je fais à peu près des séries de 20 et relevé de genou à peu près 30. Mon but, c'est simplement de regagner un peu en tonicité et en activation de la sangle abdominale pour protéger mes lombaires parce que j'avais quelques douleurs. Voilà, c'est essentiellement ça. Et la dernière question,
Alors, la dernière question, c'était par rapport aux chaussures. La personne me demandait, elle me disait, elle fait 85 kilos. Est-ce que j'ai des conseils par rapport aux chaussures? Et du coup, ce que je conseillerais en premier lieu, tout premier lieu, on va commencer par l'immédiat, c'est évidemment d'essayer ces chaussures avant de les acheter. Aller en magasin, ça prend un peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup de vérifier que la chaussure elle nous va bien avant d'acheter sur internet ou à distance sans avoir pu prendre le modèle en main, courir un petit peu avec. Moi généralement quand si c'est un nouveau modèle, je vais en magasin puis je demande de l'essayer, je fais quelques tours de course, un mini footing autour dans les rayons ou à l'extérieur vraiment pour voir si ça me convient. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est la progressivité. Au moment où alors si tu commences à courir, ou si tu augmentes ton volume de course à pied, ou si tu changes de chaussures, tu introduis un changement dans le stress mécanique auquel ton corps est soumis. Et ce changement, si c'est une augmentation du stress, des fois c'est pas juste une augmentation du stress, mais c'est une nouvelle répartition du stress sur tes tissus, ça peut amener à la blessure. Et du coup, lorsque tu introduis ce changement, qui peut être tu cours plus, tu changes de chaussures, il faut y aller petit à petit, t'assurer que tu fais pas une transition trop brutale. Pour ça, par exemple, ce que tu peux faire lorsque tu as un nouveau modèle de chaussures, c'est de faire un run sur 4 avec. Et par exemple que les petits footings, puis ensuite un run sur 3, et un sur 2, et ainsi de suite. Normalement, avec cette méthode de progressivité, tu devrais être capable de courir avec à peu près tous les types de chaussures, voire même pieds nus. Évidemment, ça prendrait énormément de temps de s'adapter à ça, et puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'a priori, tu comptes pas courir ton 10 km, ton semi, ton ultra pieds nus. Mais tout ça pour dire, finalement, la forme du modèle, le fait qu'il ait plus ou moins d'amorti, peu importe le modèle, si tu te sens bien et si tu fais une transition progressive, a priori, tu devrais pouvoir courir avec. Maintenant, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'il y a des transitions qui sont plus faciles parce que le changement est moindre. Par exemple, si tu réduis un petit peu l'amorti de tes chaussures, ça va te demander moins de temps d'adaptation. Si tu passes à l'inverse d'une chaussure qui a un indice minimaliste faible à une chaussure qui a un indice minimaliste élevé, donc par exemple, tu es passé d'une grosse chaussure rigide avec un gros amorti, un gros drop à une chaussure flexible, très faible semelle, et puis zéro drop, là oui, c'est un gros changement. Généralement, il vaut mieux prendre un modèle intermédiaire entre-temps. Et puis, faut vraiment prendre le temps de s'y adapter. Mais a priori, il n'y a aucune raison qui dirait que tu peux pas faire cette transition, sauf si tu as des contre-indications médicales. Voilà. Donc, essayer la chaussure en magasin, être progressif. Puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Le confort. Parce que c'est quand même un facteur de performance. Bon, le premier facteur de performance, c'est la légèreté. Plus la chaussure est légère, et a priori, plus ta performance sera bonne. Par contre, il faut que tu puisses être adapté à cette chaussure. Et plus la chaussure est légère, plus la transition, l'adaptation est difficile à faire et prend de plus en plus de temps. Voilà. Et par contre, le confort, ça c'est un autre facteur moindre de performance, mais quand même, assure-toi que tu sois bien dans ta chaussure. C'est pas qu'une question d'ampoule, mais voilà, que tu aies de bonnes sensations dedans. Parce qu'avec ça vient aussi l'effet placebo. Si tu te sens bien, tu es confiant dans ton équipement. Si tu es confiant dans ton équipement, il y a de bonnes chances que tu sois dans de bonnes dispositions mentales pour ta course et puis même pour tes entraînements. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Si j'ai dit des bêtises, n'hésite pas à me reprendre en commentaire, n'hésite pas à rebondir, n'hésite pas à poser tes questions. Là, je vais avoir un petit peu moins de temps avec le boulot et les championnats du monde qui arrivent. Mais je me ferai un plaisir de te répondre, ou bien par écrit, ou bien en vidéo. Voilà, du coup, prends soin de toi, entraîne-toi bien, et à la prochaine fois. Ciao.